Aujourd'hui, on est devenu totalement parano. Voilà. Ça veut dire qu'on a conscience que la menace peut frapper partout et à tout moment. La promenade, je l'associe à ce qui s'est passé. Je vois encore les gens qui étaient par terre à ce moment-là, donc c'est pas un endroit où j'aime passer. J'ai eu une espèce d'impression comme s'ils avaient violé notre ville. D'un seul coup, c'est devenu comme un lieu de guerre. Il y a l'avant et l'après 14 juillet qui a quand même malheureusement structuré un peu la ville de Nice. Avancez, s'il vous plaît. Bonjour, avancez. Alors, please, relevez, please. Non, là, ici. À fond. Bonsoir, mesdames. Il faudra juste retirer les sacs à main le temps du contrôle, s'il vous plaît. Tout ce qui est métallique des poches. Et on va un peu vers la droite, s'il vous plaît. C'est bien. Je viens d'une ville où il y a eu un attentat. D'avoir des sécurités, comme à l'avion, dans l'avion, moi je trouve que c'est normal. Monsieur là qui a un trident en plastique, il arrive déguisé, donc on lui donne des consignes pour éviter un accident à l'intérieur. C'est du plastique, c'est pas un objet interdit, hein, donc, ça fait partie de son déguisement. Depuis près d'une décennie, Nice vit avec la menace terroriste. La ville a été frappée à 3 reprises en plein cœur. 2015, avenue Jean Médecin, à 2 pas de la place Masséna. Au milieu de la foule des passants sur cette artère commerçante, un homme surgit cet après-midi armé d'un couteau. Moussa Koulibaly agresse 3 militaires de la force Sentinelle devant une antenne du consistoire juif. Bilan, 2 blessés. 2016, Mohamed Lawesh Boulel, au volant d'un 19 tonnes, fonce dans la foule sur la promenade des Anglais. Le carnage dure 4 minutes 17 secondes. Au sol, 86 morts, 450 blessés, 2500 victimes reconnues. Nous sommes dans une guerre avec des terroristes qui veulent nous frapper à tout prix et de façon extrêmement violente. 2020, Brahim Awissaoui pénètre dans la basilique Notre-Dame, avenue Jean Médecin, et massacre au couteau 2 paroissiennes et le sacristain, avant d'être neutralisé par la police municipale. Son procès vient de se terminer. La Cour d'assises spéciale de Paris a condamné Brahim Awissaoui à la perpétuité incompressible, soit avec une période de sûreté illimitée en raison d'un risque élevé de récidive. Le terroriste vient de faire appel de sa condamnation. Il sera donc rejugé. Bonjour messieurs, dames, asseyez-vous, je vous en prie. 3 attentats djihadistes commis, plusieurs autres déjoués. Alors autour du préfet des Alpes-Maritimes, les services de l'État sont mobilisés. Et particulièrement en ce mois de février. Carnaval approche, la violence ne doit pas gâcher la fête. On va commencer par l'actualité la plus brûlante, à savoir le carnaval. Frédéric, côté police. Le dispositif, comme les années précédentes, il est organisé en 4 cercles concentriques. Nous avons 2 compagnies républicaines de sécurité classiques, une section de la CRS Nouvelle Génération 81, en plus pour faire de l'antiterreau. Donc demain, sur Nice, c'est 250 policiers qui sont mobilisés. Depuis 2016 et 2015, pour la France, tout a changé. Aujourd'hui, on est devenu totalement parano. Voilà. Ça veut dire qu'on a conscience que la menace peut frapper partout et à tout moment. Ici, chaque événement où il y a un rassemblement, une concentration de foule, fait l'objet d'une surveillance maximale. Pendant longtemps, dans les transports en commun, les gens avaient des comportements sécuritaires, c'est-à-dire qu'on augmente ce qu'on appelle les comportements de survie. Même encore maintenant, aucun Niçois, mais peut-être que c'est aussi vrai dans d'autres villes, parce qu'il y a eu d'autres villes martyrs depuis. Mais vous ne pouvez pas avoir un colis, un sac abandonné, sans être dans une méfiance totale. L'ordre ne doit pas étouffer la liberté,
mais sans ordre, il n'y aura pas de liberté et pas de vie pour nos concitoyens. Donc c'est à nous de déplacer, c'est une grosse responsabilité, le curseur, de savoir jusqu'où on peut aller. Vous allez voir que les périmètres sont clos pour le carnaval. Certains le regrettent. On aura quand même une parade à un moment donné, mais qui sera très bien encadrée. Malheureusement, le temps de l'insouciance est fini dans notre pays, et notamment dans le département des Alpes-Maritimes. La mise en place, pour nous, c'est 18 heures. C'est-à-dire en moins d'une demi-heure, il faut que tout soit en place. La jauge ce soir, elle est attendue assez élevée. On est à peu près à 25 058 spectateurs. Jean Ferrat, c'est la musique qui veut dire qu'il y a un incident grave et que c'est une vigilance particulière parce que toutes les autorités se regroupent au niveau du PCCSU. Donc c'est plus la mer, pour ceux qui connaissaient, c'est la montagne Jean Ferrat. Si vous ne connaissez pas, vous avez juste le temps d'entendre avant le dispo. C'est pas très rigolo comme musique, donc comme ça, vous voyez, c'est pas très festif. Et ça doit attirer notre attention. Il y a encore une fois une vigilance particulière sur tout ce qui est individu isolé, armes blanches, risque terreau classique. Allez, bonne soirée. Merci. Bon dispo. Il nous reste les parkings à voir pour le parking national, puisque là maintenant il est fermé. H-3 avant l'ouverture du carnaval. Rapide tournée des effectifs, direction les toits. Ici, on assure la lutte anti-drone, car la menace peut venir du ciel. Ces fusils brouilleurs sont capables de renvoyer à son point de décollage tout appareil intrus. Grâce à notre système de détection, on va avoir les coordonnées GPS du télépilote de drone non autorisé, qu'on va comparer donc sur les cartes. Ça va nous donner une adresse, et il y a des équipes au sol qui vont se dépêcher pour essayer d'interpeller le télépilote, puisqu'on est dans le cadre d'un vol non autorisé. C'est un délit. Quand vous détectez un drone, l'inquiétude, c'est qu'il fasse quoi? Ça peut aller du moins grave. Le simple touriste qui vient faire des clichés, c'est pas autorisé non plus. Alors c'est pas le plus grave, mais notre but ça va être d'écarter ce touriste-là qui n'a rien à faire sur la zone. Et ça peut aller jusqu'au plus grave, les scénarios d'attentats avec pourquoi pas des dispositifs d'explosifs embarqués. Et ça c'est vrai que c'est une menace qui est prise très au sérieux. Cet autre policier est équipé lui aussi d'un fusil, mais il ne fait pas dans le brouillage des fréquences. Il se tient prêt à tirer à balles réelles. On a une paire de jumelles, un télémètre, une carabine. On fait de la surveillance, et si on repère ou si les collègues qui sont au sol nous signalent un individu ou une personne ou un véhicule quelconque, l'ultime recours, ça serait vraiment faire usage du fusil. Dans l'ordre d'idée, à 300 mètres, on peut toucher une balle de tennis. Voilà. C'est vraiment une arme vraiment très précise. Tireurs d'élite, dispositif anti-véhicule bélier, policiers en tenue et en civil, près d'un fonctionnaire pour 100 spectateurs, Masséna est dans une bulle sécurisée, cernée de palissades et de portiques, grand moyen pour grand rassemblement de personnes. Mais au-delà des événements populaires, pour la ville de Nice, la sécurité est une obsession au quotidien. Ce centre a évolué évidemment au fil des années et aussi au fil des drames que nous avons connus. On s'adapte en permanence sur ces sujets de sécurité dans la délinquance du quotidien, comme évidemment après des drames où il y a des pertes de vie humaines, ce qui est évidemment le plus bouleversant et le plus tragique, pour essayer de réfléchir à de nouvelles manières de faire et à nous adapter malheureusement à des modes opératoires qui sont beaucoup plus violents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Nous avons toujours considéré avec Christian Estrosi qu'il fallait mettre le paquet, il ne fallait pas lésiner. Nous avons promis pour 2025 300 caméras supplémentaires, 50 recrutements de plus. C'est extrêmement conséquent, c'est donc une priorité du budget municipal, 20 à 25 millions d'euros, et qui grossit chaque année. Le nombre de policiers municipaux a peu évolué. 411 agents aujourd'hui, seulement 25 de plus qu'en 2016. Celui des caméras a en revanche explosé, 4142 caméras, 3 fois plus qu'à l'époque. Alors régulièrement, le centre de supervision ouvre ses portes aux Niçois, curieux de voir comment fonctionne ce temple de la vidéosurveillance. Tout ce qui est en vert sera couvert par les caméras. Je vois le ratio caméra-opérateur qui sont quand même très, très élevés, donc je me demande si c'est uniquement, si c'est complètement pertinent ou s'il y a quand même... c'est peut-être excessif en fait d'avoir un nombre aussi
aussi important qu'Emma. Moi, les caméras, je suis d'accord avec tout ça. Bon, et c'est vrai qu'il y a encore des petites lacunes dans les quartiers. À partir du moment où il y a des mouvements de foule, des foules importantes, il y a toujours une appréhension. Ouais. Et ça, c'était pas le cas avant les Non. attentats? C'est nouveau. Ouais. Et ça ne va que crescendo en voyant la... Il y a eu le Bataclan aussi, hein, ça nous a quand même aussi un peu... Puis Notre-Dame. Enfin, on s'aperçoit qu'en fait, attaquer, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Lorsqu'en 2015, il y a le Bataclan, nous dotons toutes nos salles de spectacle d'un bouton d'alerte. Lorsque l'attentat du 14 juillet 2016 se produit, nous obtenons de l'Union européenne des financements et un dispositif qui s'appelle Pacte Sûr, qui rendent possible un aménagement urbain très important pour faire en sorte qu'un camion, qu'une voiture ne puisse plus emprunter la promenade des Anglais sans être contrôlé. Transformée en une immense scène de crime la nuit du 14 juillet 2016, la prom a très rapidement retrouvé son animation habituelle. On va retrouver Nathalie Layani sur place en direct sur la promenade des Anglais. Comment Nice vit-elle quelques heures après ce drame ? Étonnamment, Jacqueline, j'oserais dire presque normalement, la vie a repris, les touristes sont là. J'ai rencontré quelqu'un qui me racontait qu'il faisait son jogging tous les jours sur la promenade des Anglais, que pour lui, la promenade c'était ça, qu'il commençait sa journée comme ça à 6h du matin et qu'il a voulu absolument retrouver cette promenade le plus vite possible et que pour lui c'était fondamental. Et donc au début, il courait, il sautait sur les traces de l'attentat, quoi. C'est un lieu où à chaque moment de la vie d'un Niçois, ou à chaque moment de la vie, à chaque moment d'une journée, les Niçois passent par la promenade. Quand on est jeune, on y apprend à faire du vélo. On apprend à déguster sa première glace sur la promenade, à y faire son premier baiser. La promenade, Nice, ça représente pour les touristes, pour les Français et à l'étranger, un lieu de plaisir, de vacances. Et là, c'était devenu un lieu d'horreur. J'ai eu une espèce d'impression comme s'ils avaient violé notre ville. D'un seul coup, tout devenait grave et on a l'impression qu'on n'est plus en sécurité nulle part. Et je pense que c'est ce que recherchent à faire les terroristes. Le réaménagement de la promenade, qui avait débuté avant l'été 2016, s'est étoffé d'un vaste système de sécurité. 6 millions d'euros pour installer des centaines de plots soutenant 4 km de câbles, capables de résister à l'assaut d'un poids lourd. Après l'attentat, la municipalité a voulu à la fois remettre de l'ordre sur la promenade et effacer les traces de l'attentat à travers un réaménagement que l'on peut qualifier de sécuritaire, puisqu'en fait il a été promu et vendu par ces termes-là par la municipalité niçoise. Si nous voulons d'ici quelques mois de nouveau réorganiser des événements sur la promenade des Anglais, il faut la structurer de telle sorte qu'il n'y ait aucune perméabilité possible pour quelque véhicule que ce soit qui ne soit autorisé en dehors des forces de sécurité. La figure traumatique, c'est le fait que le dispositif mis en place, le dispositif sécuritaire, soit prévu pour empêcher exactement le même événement. Le camion de 19 tonnes qui ne pourra plus jamais revenir sur la promenade, vous voyez. Et ça se comprend, hein, c'est pas un jugement du tout. Mais pour moi, ça, c'est une trace du traumatisme. Pas le fait qu'on mette un dispositif de sécurité, hein, mais que ce dispositif de sécuritaire vienne vraiment répondre à cet événement précis. Un dispositif lourd qui sécurise et rassure beaucoup de Niçois, mais pas Héloïse Leprêtre-Nucci. Le soir du 14 juillet 2016, elle n'avait que 17 ans quand l'impensable s'est produit devant ses yeux. Moi, je travaillais au restaurant Le Royal en tant que saisonnière. J'étais étudiante, j'allais rentrer en BTS à ce moment-là. Et en fait, on était en train de finir de mettre en place la salle pour le lendemain quand les gens sont arrivés en courant en fait, dans le restaurant. Après, on est sortis pour voir et c'est là que on a vu toute la scène de ce qui s'était passé. Il y avait le camion qui était juste là à notre gauche et puis les gens qui étaient partiellement, parfois encore entiers, devant. 9 ans après l'attentat et malgré plusieurs mois de thérapie, cette Niçoise garde encore des séquelles psychologiques.
La promenade, je l'associe à ce qui s'est passé et je vois encore les gens qui étaient par terre à ce moment-là, donc c'est pas un endroit où j'aime passer. J'ai un peu l'estomac noué, je suis pas à l'aise, je sais pas comment décrire ça, mais je me sens pas comme en sécurité. Ça vous va si on fait demi-tour? Au niveau du parc Phoenix, faire demi-tour? C'est un peu votre limite, quoi. C'est ça. Je me base sur le parc Phoenix, là où je peux facilement faire demi-tour, ou alors rejoindre la voie rapide. Cet évitement de la promenade des Anglais, c'est un des symptômes du fameux stress post-traumatique, dont ont souffert, et parfois souffrent encore, de nombreux Niçois. Le trouble du stress post-traumatique, on va le retrouver particulièrement dans les villes depuis que la guerre s'est invitée dans les villes, c'est-à-dire le terrorisme. Il va y avoir des symptômes d'évitement, ils vont essayer d'éviter les pensées, les émotions, les lieux, les personnes qui sont associées à leur événement traumatique. Il va y avoir des symptômes de modification de l'éveil, c'est-à-dire on va avoir des réactions de sursaut exagérées, des réactions d'hypervigilance. On va avoir une humeur qui est plutôt basse, on parle de timibasse en permanence, et au niveau des cognitions, c'est globalement des difficultés de concentration. Ce médecin est intervenu sur 2 des 3 attentats qui ont frappé Nice. Urgentiste au SAMU, il est arrivé le premier à la basilique Notre-Dame. 4 ans plus tôt, le soir du 14 juillet, il était aux urgences, à l'hôpital Pasteur. Depuis le 14 juillet, oui, la vie est différente. Depuis le 14 juillet, il y a l'avant et l'après 14 juillet qui a quand même malheureusement structuré un peu la ville de Nice. Dans l'histoire de la ville de Nice, l'attentat du 14 juillet 2016, c'est quand même un élément déterminant. En tout cas à l'hôpital, c'est clair. Tous les gens qui ont vécu ça, ça a été quelque chose de très structurant, quelque part, qui a façonné leur façon de voir. Je vous expliquais tout à l'heure que c'était anecdotique, mais on a des digicodes sur les portes, et il y a beaucoup de digicodes pendant des mois qui étaient 1407, parce que les gens se rappelaient forcément 1407, c'était un truc, 14 juillet, c'est un truc qui a marqué les esprits. Bon, après on a changé, parce que tout le monde avait compris que c'était 1407. Mais voilà, mais c'est anecdotique, et c'est pour vous montrer, effectivement, c'était quelque chose. Il y a eu quand même beaucoup de soignants qui ont été traumatisés. Mon collègue m'appelle à 23h15, il me dit « Jacques, j'arrive ». Il dit « Non, écoute, ne viens pas, parce que demain, il faut que tu me remplaces, parce que je ne pourrai pas assurer. En plus, demain, il va y avoir toutes les autorités qui vont venir. » On savait qu'il allait y avoir probablement le président de la République, tout ça qui allait venir. Donc, je lui dis « Il faut que tu me remplaces demain ». Du coup, en fait, et un autre collègue, un peu la même génération que lui, qui était en vacances loin dans le sud-ouest, qui lui n'a rien demandé à personne, qui a pris sa bagnole, qui a roulé pendant 5 heures et qui est venu à Nice. Et bien celui qui a pris la bagnole pendant 5 heures, qui est venu à Nice, a été moins traumatisé que celui qui est resté chez lui à se ronger les sangs en disant « Waouh, je ne peux pas y aller alors que je devrais y être ». Quand vous vivez des moments difficiles comme ça, ça crée oui, ça crée de la fusion, effectivement. C'est des choses qui vous soudent, qui vous fusionnent. Ouais. Dès le moment où il y a un malheur, nous nous retrouvons soudés collectivement, et sur le lieu même de l'événement, ça crée cette identité traumatisée, ça participe à ce sentiment de solidarité, d'être quelque chose ou quelqu'un. Nous les Niçois, on a vécu ça, on a vécu ce drame. Coucou mon grand, ça va? Et toi? Ça va, écoute. Ilan n'avait que 8 ans le soir du 14 juillet. C'est sa grand-mère qui le gardait. Et cette année-là, elle n'avait pas emmené son petit-fils voir le feu d'artifice. En point de vue santé, là, c'est pas terrible. À ce moment-là, j'avais pas conscience de où c'était, forcément sur la promenade, donc je me suis dit, j'aurais pu y passer. J'ai pas réfléchi comme ma grand-mère parce qu'elle savait où on était situé, pas moi, et je savais pas où ça s'était passé précisément. Et je me suis dit que, honnêtement, ne pas y être allé a été un bon choix.
4 ans plus tard, lorsqu'il est sélectionné pour l'émission The Voice Kids, il choisit d'interpréter la chanson devenue hymne à la mémoire des victimes de l'attentat de la promenade. J'avais vu la performance qu'avait fait Calogero pour la commémoration, oui, 1 an plus tard, après l'attentat. Nous sommes comme des feux d'artifice. Nous sommes comme des feux. Et à ce moment-là, je me dis, bah, quoi de mieux que rendre hommage à ma ville en allant à l'émission où je voulais participer depuis tout petit. Et du coup, bah, j'ai réalisé mon rêve. En plus de réaliser mon rêve, j'ai chanté une chanson pour ma ville et j'ai représenté des milliers de personnes, tout simplement. Le ciel vibrant de musique, je voyais naître des planètes, jaillir des lumières fantastiques. Ilan a 17 ans aujourd'hui, un lycéen comme les autres, qui a grandi dans une ville meurtrie où la question sécuritaire est omniprésente et pour sa génération, finalement, assez rassurante. C'est sûr qu'au départ, vu que j'étais petit, j'avais une peur, mais plus j'ai grandi, plus j'ai appris à, comment dire, à voir le monde qui m'entourait et à voir le dispositif aussi qui a été mis en place pour que ce type d'événement ne se passe plus. Maintenant, on lève la tête, on voit une caméra. C'est sûr que c'est bien pour la sécurité. Le fait que l'on dise que c'est une génération qui est beaucoup plus jouisseuse, beaucoup plus dans l'ici et maintenant, ça peut être la résultante d'un monde vécu comme dangereux, imprévisible, instable. Comment voulez-vous que cette génération-là n'ait pas un sentiment d'un monde dangereux qui peut basculer à tout moment? Est-ce que ça change des comportements pour le pire et pour le meilleur? Il faut vivre tant qu'on peut, hein, pour ce qui est du meilleur. Bien sûr que ça change des comportements. Nous sommes comme des feux d'artifice, vu qu'on est là pour pas longtemps, faisons en sorte tant qu'on existe de briller dans les yeux des gens.